Le genre peut-il être entièrement façonné par l'environnement? En 1966, au Canada, un nourrisson nommé Bruce Reimer a perdu ses organes génitaux masculins essentiels à la suite d'une intervention médicale ratée. Le psychologue John Money y a vu une occasion d'expérimentation unique en son genre. Il croyait fermement que l'identité de genre était comme une page blanche entièrement façonnée par l'éducation. Il a donc persuadé les parents Reimer d'élever Bruce comme une fille et l'a rebaptisée Brenda. Money a présenté ce cas comme exemplaire, proclamant au monde que le sexe biologique était sans importance et que seule la culture et l'environnement façonnèrent le genre. Cependant, la perfection de la théorie s'est faite au prix de la souffrance d'un enfant tout au long de sa vie. Durant toute son enfance, Brenda a vécu dans une immense lutte intérieure. Elle rejetait les robes, déchirait ses poupées, et son comportement était empreint d'une masculinité en contradiction avec l'identité qu'on lui imposait. Quand Brenda a appris la vérité à 14 ans, elle a immédiatement décidé de vivre en tant qu'homme. Mais les expériences déformées de son enfance avaient déjà laissé des traumatismes irréparables. Finalement, David, âgé de 38 ans, a mis fin à ses jours dans la dépression. La tragédie de David pose une question cruelle. Si le genre n'est pas une page blanche que l'on peut remplir à volonté, quelles sont alors les forces biologiques qui déterminent qui nous sommes? Pour répondre à cette question, nous devons remonter plus loin dans le temps, à la recherche de cet interrupteur caché au plus profond de nos cellules. Il y a 200 ans, la compréhension humaine du genre était remplie de conjectures absurdes. Aristote pensait que le sexe dépendait de la température corporelle du père. Des médecins français du XVIIIe siècle affirmaient qu'on pouvait déterminer le sexe en retirant certaines glandes d'un côté spécifique. Même l'Europe post-lumière croyait que la naissance d'un garçon ou d'une fille dépendait de la nutrition de la mère. Ces théories, qui nous semblent risibles aujourd'hui, étaient alors discutées et pratiquées avec sérieux. Les véritables révolutions surviennent souvent dans les endroits les plus inattendus. En 1905, la scientifique Nettie Stevens observait au microscope des cellules de ténébrions meuniers. Cette femme, qui n'a commencé son doctorat qu'à l'âge de 35 ans, a choisi la compagnie des insectes alors que ses contemporains avaient déjà fondé une famille et fait carrière. Après d'innombrables jours et nuits d'observation monotone, elle découvrit une régularité inhabituelle. Les cellules des scarabées femelles contenaient 20 chromosomes de taille uniforme. Celles des mâles en avaient 19 grands, plus un petit qui ne correspondait pas aux autres. Elle a audacieusement émis l'hypothèse que c'était ce minuscule chromosome d'origine paternelle qui déterminait le sexe. Elle a nommé cette paire de chromosomes décisifs X et Y, XX pour femelle, XXY pour mâle. Malheureusement, à une époque où les femmes scientifiques étaient discriminées, son directeur de thèse, le célèbre Edmund Wilson, a publié des résultats similaires et s'est approprié cet honneur pendant un temps. Le nom de Stevens a été discrètement effacé pendant près d'un siècle. Le support du genre avait été identifié, mais comment cette petite paire de chromosomes dirigeait-elle un amas de cellules pour former des corps masculins et féminins si différents? Alfred Jost l'a découvert entre 1947 et 1953 grâce à une série d'opérations sur des fœtus. Logique de fonctionnement interne. Il a découvert que dans le développement embryonnaire des mammifères, le sexe féminin est le paramètre par défaut et ce n'est que lorsque le chromosome X-rilant émet des instructions dirigeant le développement des gonades primitives en testicules et que les testicules sécrètent des hormones mâles, que l'embryon dévie de sa trajectoire par défaut pour devenir un mâle. Sans ce signal, tous les embryons se développeraient automatiquement en femelle. Quel est donc ce gène sur le chromosome Y qui déclenche la différenciation sexuelle? Cette course qui a réuni les meilleurs laboratoires du monde a finalement trouvé une réponse partielle en 1990. Une équipe de scientifiques britanniques a réussi à identifier un gène appelé SRI sur le chromosome IT. Ils ont injecté le gène SRI dans un embryon de souris qui aurait dû se développer en femelle. Résultat, cette souris femelle, artificiellement dotée du signal du gène ID, s'est finalement développée en souris mâle. À ce stade, la voie biologique du sexe semblait parfaitement claire. Mais un incident antérieur dans l'arène scientifique avait déjà créé une fissure dans cette frontière absolue. Retour en 1949, Murray Barr confie à son étudiant en recherche, Ewart Bertram, une tâche simple et monotone, comparer les différences entre les neurones fatigués et normaux. Rapidement, Bertram découvre un phénomène étrange. Les noyaux des neurones des chattes présentent toujours un petit point foncé sur leur bord, absent chez les chats mâles. Cette découverte fut ensuite confirmée chez plusieurs espèces. Ils ont nommé ce petit point chromatine sexuelle, plus tard connu sous le nom de corpuscule de Barr. On a commencé à croire avec assurance qu'avec une simple goutte de sang ou un cheveu, on pouvait déterminer le sexe sous un microscope. Cette idée s'est rapidement étendue au domaine sportif. Pour empêcher les hommes de se faire passer pour des femmes en compétition, le CIO a introduit des tests de vérification de sexe cherchant les corpuscules de Barr. Leur présence indiquait une femme, leur absence disqualifiait pour les compétitions féminines. Mais en 1985, les résultats des tests de Maria Patiño, hurdleuse espagnole, ont révélé l'absence de corpuscules de Barr dans ses cellules.
Bien qu'elle ait grandi comme une fille, avec une apparence et des caractéristiques physiologiques féminines normales, ce test lui a valu d'être disqualifiée, de perdre sa bourse et même d'être abandonnée par son petit ami. Des années plus tard, la vérité éclata. Elle souffrait du syndrome d'insensibilité aux androgènes. Ses chromosomes étaient les biens XY avec le gène SRY, mais ses cellules étaient totalement incapables de recevoir les signaux des hormones mâles. Son corps avait donc suivi le paramétrage par défaut, se développant comme une femme dès le stade embryonnaire. C'était la première brèche dans la frontière absolue des sexes, et la seconde est venue de notre cerveau. En 2015, l'équipe de la professeure Daphna Joel a découvert, en analysant plus de 1400 scans cérébraux humains, que bien qu'il existe des différences moyennes entre hommes et femmes dans certaines régions du cerveau, il n'existe pratiquement aucun cerveau qui soit purement masculin ou féminin. La grande majorité des gens ont un cerveau qui contient simultanément des caractéristiques à tendance masculine, féminine et commune aux deux sexes. La professeure Joel a poétiquement appelé ce phénomène la mosaïque cérébrale. Ces découvertes apportent un éclairage plus profond à la tragédie de David Reimer. Sa souffrance intérieure ne provenait pas seulement des frontières physiologiques au niveau génétique, mais surtout de cette part unique en lui qui a été violemment réprimée. La couleur de fond unique du cerveau. Puisque le genre apporte inévitablement de nombreuses tragédies et inconvénients, et que la distinction des chromosomes XY n'aide pas non plus avec une efficacité maximale à la propagation des gènes, pourquoi existe-t-il encore et domine-t-il toute la nature? L'hypothèse de la reine rouge offre une réponse pleine de métaphores. Toutes les espèces doivent courir constamment pour simplement maintenir leur place dans une course aux armements sans fin contre les virus et les parasites, sans être éliminées. La reproduction asexuée est comme une photocopieuse, produisant des descendants tous identiques. Une fois qu'un virus parvient à la percer, c'est l'anéantissement total. Mais la reproduction sexuée effectue un brassage complet à chaque génération, créant par recombinaison génétique d'infinies nouvelles combinaisons, dont certaines peuvent heureusement échapper aux agents pathogènes. Ainsi, tout ce que nous voyons n'est pas un défaut du système, mais précisément sa raison d'être. C'est cette diversité intrinsèque et imprévisible qui constitue notre plus puissante barrière de survie en tant qu'espèce. Nos confusions et nos luttes individuelles concernant le genre ne sont peut-être que de minuscules échos de cette grande danse évolutive qui résonne en chacun de nous. Par conséquent, ce dont nous avons besoin n'est peut-être pas de construire une théorie parfaite du genre, ni d'utiliser la culture pour réécrire complètement le brouillon biologique, mais plutôt de comprendre ce dialogue incessant entre gènes, hormones, cerveau et culture. Puis penchez-vous pour écouter l'expérience et l'expression que chaque enfant façonne au cours de sa vie, peu importe comment sont arrangés ses chromosomes. C'est ainsi que nous pourrons échapper à la prison des étiquettes et éviter davantage de jugements de vie comme celui de David.